Bonsoir, chers camarades, bonsoir à tous. Vendredi, c'est pire, la troisième. Merci de votre fidélité. Après les camarades Adrien Matou et Régis de Castelnau, après Loïc Chéniaud, une nouvelle soirée à découvrir la contre-intelligentsia française. Et je suis particulièrement heureux des premiers retours de l'émission, après, grâce à vous et grâce à votre soutien. Juste deux petits points avant de passer directement dans le vif du sujet. Vous êtes nombreux à me demander comment aider l'émission Vendredi, c'est pire. Alors, vous pouvez, par la page Tipeee, par les dons sur le Cercle Aristote et par l'utilisation de Tipeee Stream, vous pouvez nous aider. N'oubliez pas, et bien sûr, nous suivre de manière plus collée, serrée, soit en entrant dans notre Discord, soit en allant sur nos réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, ou alternatifs, groupe Telegram, Gab, bientôt parler Odyssée, c'est en cours, et bien sûr, de relayer et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Maintenant que ce petit aparté de réclame est terminé, je vous annonce, parce que ça m'a été beaucoup demandé, non, la vidéo de Sud Radio n'a pas été censurée. Il y a suffisamment de censure en France pour ne pas hurler quand elle n'existe pas. Il y a eu un léger problème technique, donc Sud Radio va peut-être remettre la vidéo. Nous, en tout cas, nous allons la remettre avec l'accord de nos amis de Sud Radio lundi soir. Je compte sur vous pour la relayer. Je compte sur vous pour nous aider. Donc, là, nous allons pouvoir passer aux deux grands sujets de cette émission. Celui qui sera un tout petit peu plus tardif sera un débat avec un jeune camarade particulièrement brillant, jeune historien spécialiste de la Révolution, Jean-Baptiste, avec qui nous allons parler Révolution, République, laïcité, avec le point sur l'historiographie. Et tout de suite, nous avons un très grand honneur qui est de recevoir Xavier Azalbert. Bonjour monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup de nous offrir votre temps. Donc, grâce à l'émission d'André Berkoff et à quelques autres, nos auditeurs commencent à s'habituer à vous, car vous êtes l'homme derrière le retour de François. Donc, le chef d'équipe qui a réussi à ressusciter un grand titre de presse. Et je voulais vous recevoir, et je vous remercie d'avoir accepté, et je remercie vos équipes d'avoir si vite fait le pont entre vous et moi. Moi, j'ai remarqué le retour de François, tout simplement parce que vous avez reçu un de mes proches, un de mes amis proches, qui est Idriss Aberkan, et qui ne tarit pas d'éloges sur le professionnalisme des équipes de François. Et moi, ça m'a replongé en enfance, quand il m'a dit, tu sais, je suis interrogé par François. À titre personnel, ne m'en veuillez pas, moi je croyais que François n'existait plus. Et en réalité, ça m'a replongé tout en enfance, parce que dans les vieux films noirs français, etc., il y a les unes de François, il y a des gens dans les vieilles séries françaises, vous avez des François, etc. Et moi, je regardais ça gamin. Et je me dis, le François, qui est un journal qui est né pendant l'occupation, qui est né en clandestinité, je me dis, quelqu'un a fait ce pari fou de ressusciter un grand titre de presse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour ressortir François du souvenir collectif, pour redevenir une machine d'information qui aujourd'hui marche quand même très bien? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Je pense pas qu'on a réussi à faire ressusciter François. Je pense que c'est comme beaucoup de choses. François, c'est un journal qui jalonne l'histoire de France.
et qui arrive à renaître, on va dire, un petit peu comme le phénix de ses cendres à des grands moments de l'histoire. Il a été créé sous un nom éponyme qui s'appelle Défense de la France en 1941, qui s'est transformé en 1944 avec Pierre Lazareff en France Soir. C'était un moment assez noir de l'histoire, comme on peut s'en souvenir. Et aujourd'hui, le journal était né à l'origine dans la notion de clandestinité, puisque en 1941, il était fait par 2 résistants. Il s'est trouvé que après, il a eu une histoire, on va dire, qui est parfois controversée, puisqu'il a soufflé le chaud, il a soufflé le froid, il a trouvé divers formats qui essaient de s'adapter au temps. En fonction de son lectorat, il est passé entre diverses mains dans l'histoire, et il se trouve que il y a à peu près 5-6 ans maintenant, ça a été un titre qui a été racheté par un groupe de Français. Aujourd'hui, il appartient à un groupe d'actionnaires français avec un objectif de refaire naître ce titre. Alors bien sûr, c'est une marque qui veut dire beaucoup de choses, mais elle doit s'adapter avant tout à l'ère du temps. Et il fallait trouver, et ça c'est pas facile de faire, puisqu'on sait qu'il y a un désamour des lecteurs pour les médias. Et d'ailleurs, s'il y a une recrudescence de chaînes d'information sur YouTube ou des médias alternatifs, ou l'émergence des réseaux sociaux avec tout ce que ça peut entraîner comme information et désinformation, le rôle d'un média, c'était de s'adapter à l'ère du temps. Donc aujourd'hui, François, c'est quoi? C'est un média qui est 100% online, qui fait principalement de la presse écrite, information politique générale, journalisme d'enquête, avec une chaîne YouTube et des publications sur Facebook, dans lesquelles on a organisé à la fois de l'information et de l'opinion. Donc, c'est somme toute quelque chose, on pourrait dire, normal pour un média. Maintenant, la formulation de ce média, elle devait répondre à des lecteurs. C'est pas moi qui l'ai dit, en fait. Pierre Lazareff avait dit une phrase qui était assez intéressante. Un journal se doit d'être lu. Donc, on va dire, dans le modèle actuel, être lu, ça veut aussi dire être écouté, ça veut aussi être regardé. Et ce qu'il y a de plus paradoxal, c'est qu'on a fait quand même pas mal de groupes de discussion. J'ai discuté avec beaucoup de lecteurs en leur demandant comment ils consommaient l'information, comment ils concevaient l'information. Et on a adapté ce modèle ça c'était tout au début, donc il y a 5-6 ans, à réflexion d'un modèle collaboratif d'information. C'est-à-dire, c'est pas un modèle où on part, on va dire, d'une pyramide et en haut de la pyramide. On est parti de la base de la pyramide en se disant les citoyens ont de l'information, ces citoyens ont des compétences, ils sont capables d'analyser les choses. On va pas les infantiliser, on va justement faire appel à leurs compétences et on va leur faire confiance. Et c'est ce phénomène qu'on a vu, on va dire, prendre corps dans les dernières années, et plus particulièrement dans la dernière année. Un élément particulier, c'est que quand on a repris François, la société qu'il a repris s'est appelée Mutualize Corporation, donc le terme anglo-saxon de mutualisation, c'était mutualize puisque c'était l'objectif, c'est de créer une forme de mutuelle de l'information en faisant appel à l'expertise de groupe. En anglais, on appelle ça le crowd expertise, mais c'était intéressant de faire appel à cette expertise, c'est-à-dire de faire confiance et d'extraire cette information et de la mettre en forme avec une méthode journalistique. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a pris son sens dans la dernière année parce qu'on s'est retrouvé dans un moment unique de l'histoire, confiné. Le confinement a amené beaucoup de questions et surtout a donné du temps. Et les gens, ils étaient là, ils avaient du temps, ils travaillaient, mais ils étaient chez eux. Et comme on sait, quand on gagne 2 heures de transport tous les jours, eh bien, on a plus de temps. Et ils ont commencé à analyser, à essayer de comprendre. Voilà pourquoi on leur dit il y a tant de morts tous les jours, pourquoi les gouvernements ont pris ces décisions, qu'est-ce qui se passe ailleurs, et à converser avec des apéros Zoom qui a entraîné une forme de partage d'informations
à tout moment de la journée d'une manière totalement nouvelle parce que ces gens avaient du temps. Et c'est comme ça qu'on a vu en mars et en avril l'année dernière un énorme boom de l'audience. Mais pas que sur notre média, on a vu ce boom sur tous les médias. La consommation de médias a augmenté et est passée à 4 heures, 5 heures par jour pour tout le monde. Et bien sûr, avec la prolifération de consommation, c'est entraîné la prolifération de questions, d'échanges, de discussions, parce que les gens trouvaient des informations à droite, les partageaient avec les autres, et il fallait ordonner tout ça. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est ordonner cette information en créant des groupes de travail, qui va travailler, qui avait un intérêt pour la politique générale, qui avait un intérêt pour regarder ce qui se passait en Corée, qui avait un intérêt pour regarder ce qui se passait en Chine. Et donc, on avait des pôles de compétences d'individus qui venaient s'agglomérer sur des sujets très particuliers et qui étaient leur centre d'intérêt. Certains parce qu'ils avaient vécu en Chine, d'autres parce qu'ils avaient vécu au Brésil, aux États-Unis. Et chacun amenait, on va dire, sa petite pierre à l'édifice de l'information. Parfois, c'était de la désinformation, mais c'est jamais volontaire. En fait, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu dire quelqu'un d'autre. Cette information devait être validée. Et instantanément, le collectif, ce qu'il fait, c'est quand il y a 20 personnes qui sont en train de parler d'une chose, la première des choses, c'est « Ah ben ça, c'est pas une bonne information » ou « Ça, c'est faux ». Donc, on rejette très vite les hypothèses d'une fausse information. Et puis, les informations qui sont intéressantes, eh ben, elles sont creusées avec des gens qui disent « Ah ben tiens, je connais un tel », et donc on complète cette information. Donc, il y a une forme de substitution analytique avec des gens très, très intéressants. On a des docteurs ingénieurs, des juristes, des médecins qui avaient du temps. Et ce collectif a commencé à travailler. Et c'est comme ça qu'on a vraiment fait renaître la capacité analytique de François en prenant des sujets très importants. Donc, les premiers sujets qu'on a pris, bien sûr, c'était le confinement. L'incrédulité du confinement, est-ce que ça s'est déjà passé, quelles vont être les conséquences? Un des premiers articles, on va dire, de fond qu'on a écrit, c'était confinement général égale confusion totale. C'est pas pour rien, ça c'était en mars, donc on sentait déjà qu'il y avait une confusion, puisque les gens ne savaient plus à quelle heure on pouvait sortir, ils ne savaient pas quelles vont être les conséquences, on savait même pas combien de temps ça allait durer. Donc déjà, la confusion, on pouvait la sentir. Et ce que ces collectifs essayaient de faire, c'était d'amener des réponses qui étaient différentes de ce qu'on pouvait écouter sur les médias mainstream, parce que l'information qu'on avait sur les médias mainstream ressemblait à une voix unique. Et au bout d'un certain temps, petit à petit, cette information et cette voix unique fait que les gens en ont eu assez et ils ont cherché leurs propres informations. Voilà un peu comment on est arrivé à la genèse de ce que l'on est aujourd'hui. Donc, en 2 mots pour dire ce que François aujourd'hui, on pourrait dire que c'est comme si c'était une start-up, on est en mode démarrage. Quand on sait qu'on est dans un mode start-up, eh bien, on peut faire des erreurs, comme tout le monde. D'ailleurs, tout le monde a le droit à l'erreur, même les grands médias ont le droit à l'erreur et ils en font. L'important, c'est de reconnaître ces erreurs pour pouvoir apprendre le plus vite possible et éviter de les refaire. Et la particularité qu'on a eue, c'est qu'on s'est focalisé sur des enquêtes, sur du journalisme d'investigation. La première grande enquête qu'on a, on va dire, menée, c'était sur les chiffres de l'INSEE de mortalité. Regardez, est-ce que les courbes étaient différentes les unes des autres. La deuxième, c'était sur l'enquête sur Discovery. Puis après, en tirant les fils de Discovery, on s'est posé des questions sur les traitements. On s'est posé après des questions sur la valeur de la preuve des essais cliniques. Et de fil en aiguille, on est remonté. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, on essayait de l'adresser en ayant une approche assez scientifique. Puisque moi-même, je suis scientifique. Et c'est-à-dire en allant puiser l'information, en analysant l'information, en la modélisant, en faisant une analyse de risque, exactement comme on pourrait faire dans n'importe quelle rédaction. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Si je comprends bien, moi, il y a quelque chose dans
moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite, quand je me suis penché sur le cas François, hein, nous en avions parlé, vous et moi, avec ce mot de start-up que nous avons mis dans la description de cette émission. Et quand je me suis penché sur François, il y a plusieurs mois de cela, moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Alors, vous me direz que c'est anecdotique, mais moi, j'accorde de la valeur à un média s'il me fait connaître des analystes, en plus des analyses, que je ne peux pas entendre ailleurs. C'est-à-dire que ce qui, moi, me frappe par rapport à ce que je vois à l'étranger, c'est qu'en France, une émission ou un média tourne à peu près avec 4-5 experts de chaque sujet qui sont toujours les mêmes. Résultat, on découvre rarement des gens dans une partie de la presse française. En tout cas, pour les spécialités qui sont les miennes, la politique extérieure, etc. Moi, il y a des gens que j'ai découverts grâce à vous, enfin, grâce à votre rédaction, à au moins 2 moments pendant l'élection américaine. Là, j'ai beaucoup suivi votre manière de traiter, et pendant la crise sanitaire. Comment est-ce que pour vous, la méthode que vous utilisez, qui, si je vous comprends bien, repose sur, on pourrait dire, sur une notion d'intelligence collective. Tout à fait. Est-ce qu'elle diffère quand même beaucoup d'un traitement de l'information à la française qui apparaît, vu de l'extérieur en tout cas, comme apporté d'en haut et traité par le haut? Alors, je pense que oui, elle diffère. Après, chaque rédaction a ses particularités, ses avantages, ses inconvénients. Je pense qu'il faut séparer 2 choses. La première des choses, c'est qu'il faut regarder l'information et la construction de l'information. Et la deuxième chose, c'est l'opinion ou on va dire comment va se former une opinion, puisque ce sont 2 choses qui sont différentes. Donc, un expert peut avoir 2 rôles. Il peut avoir le rôle de collecte et d'analyse de l'information, et après, il peut en tirer la quintessence. Je pense que, on va dire, les médias traditionnels ont une manière assez simple de prendre l'information. C'est on a des sources. Ces sources, on va les valider, et ces sources, on travaille avec depuis longtemps, donc on a une forme de confiance dans cette source, que ce soit parce que un média va prendre les sources du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Santé et va prendre ces sources-là argent comptant, et c'est assez facile de prendre ça parce que on peut avoir confiance. En théorie, on peut avoir confiance. Et normalement, on devrait avoir confiance. Et du coup, l'analyste va pouvoir commenter ces sources. C'est un petit peu quand on regarde un match de foot, quand on regarde Barcelone jouer contre, je sais pas, PSG, on sait que c'est 2 noms qui sont censés vouloir dire équipe de foot avec des noms, avec des gens qui vont bien jouer au football. Et de temps en temps, donc c'est tête d'affiche, et de temps en temps, je trouve qu'il y a une petite équipe qui va gagner contre elle, et c'est le petit poussé. Et ce qui se passe, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils jouent moins bien au foot, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes méthodes d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes stars. Et de temps en temps, ça arrive qu'il y a un accident qui se passe. Il se trouve que quand on reste dans les us et coutumes habituels, c'est-à-dire de faire confiance au modèle Barcelone-PSG ou au modèle le grand média qui va faire confiance à une grande source d'information, on peut avoir des biais d'information très rapides qui sont des biais de confiance, les biais d'expertise, et ça peut arriver par exemple, qu'une rédaction fasse confiance parce qu'un autre média a parlé on a aperçu Dupont de Ligonnès en vie, un exemple. Ou on a fait confiance à Lancet parce que c'est un... Et donc, cette notion de confiance, elle peut à un moment ou à un autre être trompée, cette confiance, pour une raison X, Y ou Z. Et l'expert qui prend cela et se dit quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais faire confiance à Lancet, parce que c'est une grande publication, parce que dedans il y a un médecin de Harvard, parce qu'il y a une grande base. Donc il y a toutes les raisons d'y faire confiance. Et ce qui se passe dans les grandes rédactions, c'est que c'est comme ça qu'on va valider les choses. Nous n'avons pas
une grande rédaction comme ça, on a des analystes. Et un analyste va se poser la question instantanée et dire « Ok, c'est très bien, j'ai cette information ». Et il va regarder est-ce qu'il peut faire une erreur si jamais cette information est proposée, c'est-à-dire broadcastée à un lecteur. Alors, quand on prend Lancet, on va se dire j'ai 10% ou 5% des chances de me tromper. Quand je regarde l'affaire de Dupont de Ligonnès et qu'il y a au moins une source ou deux sources qui ont confirmé, ou trois sources qui ont confirmé, même si jamais c'est une source qui n'est pas primaire, parce que ça c'est important, on va dire que on va faire confiance aux Parisiens ou à une autre chose parce que cette source a été validée. Eh bien, on s'est aperçu d'une chose, c'est que même en faisant confiance à ces sources-là, en science, et notamment sur des informations aussi sensibles que la notion scientifique, il y a une grosse différence parce que la science, elle évolue dans le temps. Je pense que, étant donné qu'on a pas mal de personnes autour de nous qui ont une formation scientifique, naturellement, on a une approche qui va être sûrement différente de l'approche journalistique qui est pure journalistique, c'est-à-dire on va combiner les deux. Et l'approche scientifique nous pousse à nous poser la question est-ce que ça pourrait ne pas être vrai, ou surtout de regarder la temporalité de cette information. Et donc, je pense que ça a été un des faits qui est marquant et qui nous différencie dans la manière dont on traite l'information. En l'occurrence, quand on commence, je peux donner d'autres exemples, quand il y a une molécule ou un traitement comme le remdesivir qui nous est proposé, naturellement, les médecins, les biochimistes, les mathématiciens ou ceux qui ont une formation scientifique vont aller lire la notice, vont regarder comment fonctionne cette molécule, vont regarder les effets secondaires et on va essayer de s'informer et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, on descend bien plus dans l'information et quand on trouve un biais dans cette information, on va l'analyser. Donc, pour le remdesivir, par exemple, quand on a vu qu'il y avait cette molécule, on a regardé un petit peu qui était le fabricant, on est allé jusqu'à analyser financièrement son bilan, on a regardé quels étaient les autres produits qu'ils avaient en développement, pourquoi cette molécule, quel était son historique. Et donc, on a fait une analyse qui était complète, comme un analyste, on va dire, financier aurait pu le faire, ou comme un analyste chimiste aurait pu le faire, et on s'aperçoit très vite qu'il y a des biais. Et ces biais nous amènent à nous poser des questions sur le pourquoi du comment. On n'a pas pris juste la dépêche AFP qui disait, ben voilà, le remdesivir va être testé. On a regardé toutes les études qu'il y avait et on s'aperçoit que cette molécule a des problèmes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que plutôt que de présenter le communiqué de presse, qui est la solution de facilité dans une rédaction, puisqu'on a un communiqué de presse qui est envoyé par un nom comme PA ou l'AFP, qui font 90% du temps leur travail de manière correcte. Ici, il se trouve que dès qu'on a ce genre d'informations, eh bien, nous, on les a validées. Donc, on a même regardé les communiqués de presse et on les a validés et on s'est aperçu qu'il y a des problèmes dans ces communiqués de presse. Et en tant qu'analyste, on a dit, non, il y a un problème. Ici, on n'est pas d'accord avec l'effet marketing du communiqué de presse. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas dans certains des biais d'information ou des travers. Donc oui, on a une différence dans le traitement de l'information. Et ici, c'est avant d'en tirer la conclusion. C'est uniquement dans l'information. C'est-à-dire une molécule qui arrive ou les tests PCR qui arrivent. La première des choses que l'on fait, c'est tout le monde dit les tests sont utiles. Et nous, on dit, OK, les tests sont utiles, d'accord, mais il faut regarder avec quelle précision, avec quel seuil d'information, qu'est-ce qu'on va mesurer. Et en fait, on amène un complément d'information parce que l'expertise amène un complément d'information. Donc, nous, c'est le remdesivir à quel moment, mais quels sont ses biais, les tests à quel moment, mais quels sont ses biais, le Lancet à quel moment, mais quels sont les problèmes. C'est pas une volonté de chercher les problèmes, c'est qu'en fin de compte, quand on les cherche, on va les trouver. Mais est-ce que ces problèmes sont importants pour l'auditeur comme vous-même? Et donc, ce que vous trouvez, c'est vous trouvez une information qui est traitée de manière différente. À partir de cela, on peut se dire que la rédaction a fait son travail d'analyse de l'information. Maintenant, il faut savoir quelle va être la conséquence. Et là, on rentre dans la notion d'opinion. Tout à l'heure, vous avez dit que sur les chaînes ou les médias traditionnels, vous avez quelques experts. Bon, ces experts, ils sont là depuis longtemps, ils se connaissent, donc on va dire, le biais de l'aveuglement collectif. Et quand les gens ont l'habitude de travailler ensemble, ils se font confiance. Et c'est
ce qui se passe, c'est qu'au travers de la distance que l'on avait entre tout le monde, la confiance, elle s'est pas établie parce qu'on se connaissait depuis longtemps, elle s'est établie par le biais de la compétence des individus. Et donc, quand on rencontrait quelqu'un qui avait une compétence dans un sujet, on avait tendance à l'écouter parce qu'il avait cette expertise, et deux, quand il y avait plusieurs personnes qui confirmaient cet élément-là, eh bien, on voyait que le consensus se formait d'une manière différente. Il était plus formé parce qu'on avait donné cette expertise à quelqu'un, il était formé parce que le collectif avait une perception que cette information analysée de cette manière-là était plus correcte. Alors, ça peut quand même entraîner des erreurs, et il se trouve que c'est en faisant l'avocat du diable, c'est à chaque fois, il y en a un qui dit écoutez, moi je comprends pas ce que vous dites, pourquoi? Parce que je connais rien du tout à la biochimie. Mais en admettant que ce soit un avocat qui soit dans le groupe collectif et qui pose cette question à des scientifiques. Le challenge, on va dire, de ce groupe, c'est de faire comprendre à des personnes qui sont d'origines diverses et variées. Si on a un médecin qui n'est pas capable de faire comprendre à quelqu'un qui a une formation de juriste, ou même quelqu'un qui n'a pas de formation, s'il n'est pas capable de lui transmettre cette information, on sait qu'il y aura un biais. Et donc, l'objectif, ça a été de travailler sur la communication avant de travailler sur la conséquence. Et c'est comme ça qu'on s'est aussi différencié. Et on a pris des positions qui étaient différentes des médias mainstream sur beaucoup de situations parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des biais, qu'il y avait des erreurs et qu'on pouvait prendre une autre position. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, hein, parce qu'on peut aussi se tromper, mais ça veut dire qu'on avait une plus grande précision dans notre analyse. Ça nous évite de nous tromper sur, par exemple, le Lancet, ça nous évite de nous tromper sur le Remdesivir, ça nous évite de prendre un biais sur une grosse étude comme Recovery et de dire, bon ben voilà, Recovery, c'est la plus grande étude, donc les traitements précoces, on va dire, c'est fini, l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. On s'est aperçu qu'il y avait, même dans cette grande étude, il y avait des énormes biais et on les a analysés et on est toujours persuadé qu'il y a des biais et que un jour ou l'autre, cette étude fera l'objet d'un audit indépendant, d'une enquête indépendante et peut-être d'une enquête au pénal et qu'on aura contribué à justement amener cette information-là. Après, donc, ça, c'est les aspects médicaux. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de l'aspect américain. Il se trouve que quand on a des contributeurs qui s'intéressent à la France et qu'on est en télétravail, on a des contributeurs qui viennent de partout dans le monde. Mmh. Moi, j'ai eu la chance de vivre très longtemps à l'étranger, donc j'ai vécu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans d'autres pays, et donc j'avais déjà un réseau, on va dire, international. Et naturellement, j'ai des contacts français ou anglo-saxons qui sont là-bas. On a très vite échangé. Mais je veux dire, dès les premiers jours du confinement, puisque j'avais des amis américains qui m'écrivaient en me disant « Ah ouais, ça y est, vous êtes en confinement, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on a échangé de l'information, ou des amis coréens, ou des amis chinois, et du coup, l'information, elle est très, très vite, bien plus vite que dans un média traditionnel, puisque on avait sûrement plus d'informations de Wuhan ou des diverses provinces chinoises, en téléphonant à des proches qui étaient là-bas, qu'en regardant même la télé chinoise. Alors, comment ça se passe, le confinement, tu as le droit de sortir, comment tu peux acheter, est-ce que il y a vraiment rien à manger dans les supermarchés? Donc, cette information, elle était partagée parce que le réseau était fait de personnes qui étaient partout dans le monde et qui ont échangé. Et je pense que ça, c'est une des autres différences que l'on avait, c'est qu'on a recréé ce réseau à partir de connaissances internationales. Parce qu'on avait des contacts en Italie, parce qu'on avait des contacts au Maroc, au Sénégal, au Brésil. Et donc, tous les jours, on échangeait avec des groupes qui étaient formés, qui avaient les mêmes thématiques. Donc, les gens qui parlaient des traitements, par exemple, c'était des médecins brésiliens avec des médecins américains, avec des médecins coréens, avec des médecins français, et chacun échangeait sa petite formule. Mais c'était en partant du citoyen. C'est-à-dire, c'était des citoyens brésiliens, américains, français, coréens, qui avaient une formation de médecin ou qui avaient une formation de scientifique. Et donc, ils se sont reliés d'abord parce qu'ils étaient connectés en tant que citoyens. Et après, bien sûr, ils amènent leurs compétences. Et puis, de fil en aiguille, il y a un médecin qui amène un avocat, puis un avocat qui amène un mathématicien, et puis un mathématicien qui amène un physicien. Et ça, c'est la création d'un réseau informel d'information qu'on a après formalisé. Donc, pour revenir à la notion américaine,
ce qui se passe, c'est que si on écoute le média mainstream qui vous donne l'information qui part d'en haut, qui va jusqu'en bas, avec tous les biais qu'on peut avoir dans le traitement de l'information, nous, ce qu'on a fait, c'est on a parlé directement aux gens aux États-Unis. Donc, on avait des contacts avocats, des contacts à Washington, j'avais des contacts qui étaient dans les services de renseignement, j'avais des contacts sur la côte ouest, des contacts en Floride, et donc j'échangeais avec ces gens-là en disant tiens, comment ça se passe, les médecins peuvent-ils prescrire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et quand on a une connaissance du tissu américain et du tissu informationnel américain, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de chaînes de télévision, il y a beaucoup plus de médias indépendants, il y a une démultiplication des médias qui est historique. Il suffit d'aller sur les câbles, le cable TV aux États-Unis, c'est des centaines de chaînes qu'il y avait. Donc, il y a pléthore d'offres, pléthore d'analystes, avec une information qui est parfois bien plus locale. Et il y avait moins la culture du 20h ou du 13h, même s'il y a quand même des grands talk shows aux États-Unis qui ont eu lieu. L'avantage que cette approche a, c'est que ça nous donne de l'information qui est très proche du terrain. Et quand on me dit, de manière générale, ça se passe comme ça aux États-Unis, parce que c'est ce que j'entends sur un média mainstream en France, et que j'ai 20 observateurs aux États-Unis qui me disent c'est pas vraiment comme ça, ou en fin de compte, les élections, on sait pas, quand on est dans le Midwest, à Nashville ou à Charlottesville, il y a une approche qui est différente que quand on est à Washington. Donc, quand on regarde le correspondant et qu'on a 2 minutes sur les élections américaines aux États-Unis, on a les 2 minutes avec quelqu'un qui parle devant la Maison-Blanche ou devant Capitol Hill. Et nous, on avait les 2 minutes de chacune des personnes qui étaient dans leur petite commune, qui le vivaient. Et donc, les Américains ont vécu cette élection de manière différente que nous l'avons vécu au travers des 2 minutes. Donc, quand on écoute ces informations-là, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était qu'on n'écoutait pas la même chose que ce qu'on pouvait nous raconter dans les médias mainstream. Donc, nous, on a raconté l'information telle que les Américains l'ont vécue sur place et sans biais d'information. Donc, on a ramené cette information-là. Et c'est ça qui fait une différence. Je pense que quand on est le plus proche possible du terrain, le plus proche possible du citoyen, on ramène une information différente. Je me permets juste une remarque, et puis avant de passer à ma prochaine question, en vous écoutant, c'était très drôle, mais je me rappelais les cours que j'ai reçus à l'école de guerre économique par le colonel Christian Arbelot, sur le traitement en termes de renseignement, c'est-à-dire collecte, traitement, qui est la méthode classique du renseignement, et surtout de la manière de constituer un réseau, c'est-à-dire, c'était très drôle, parce que c'était le Arbelot qui nous apprenait quand j'étais beaucoup plus jeune, qui me disait, vous avez tous, quelle que soit la question, si vous creusez un peu la tête, vous aurez de proche en proche le réseau nécessaire pour trouver l'information. Et nous, c'est une méthode qu'on utilise au Cercle Aristote qui me vient de là, de l'intelligence économique. Et c'est très drôle parce que je retrouve ça un peu dans votre discours, très étonnamment. Voilà, c'était juste une incise. En termes de moyens humains, l'équipe François, ça représente cette approche de l'information qui est très complète, qui est tout à votre honneur. Elle demande, par rapport à ce que font certaines rédactions, énormément d'énergie. En termes de moyens humains, vous estimez que vous avez combien de gens sous le coude? Autant que vous puissiez le dire. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez, on a commencé comme étant une toute petite équipe. À un moment, on nous a dit qu'on n'avait pas de journalistes. Nous avions toujours des rédacteurs qui travaillaient avec nous. Donc, on est une équipe d'à peu près une dizaine de personnes aujourd'hui. Ça, c'est, on va dire, l'équipe qui comprend le support technique, tout le marketing, le community management et les journalistes avec qui on travaille, on va dire, à plein temps. Après, on a une série de pigistes avec qui on va acheter de l'information ou des rédacteurs. Certains ont une carte de presse, d'autres n'ont pas de carte de presse, mais ils sont quand même journalistes parce que il faut encore savoir en France qu'est-ce que veut dire un journaliste.
si jamais c'est les journalistes de salon, c'est-à-dire ceux qui veulent côtoyer les grands chefs d'État ou ceux qui vont aller sur le terrain ou ceux qui vont faire des analyses. Il y a plein de définitions diverses du journalisme, sans manquer de respect à aucun, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des cartes de presse qui font plus de journalisme, comme il y a des gens qui n'ont pas de carte de presse qui font du journalisme. Donc ici, c'est important. Donc ça, c'est la partie, on va dire, donc il y a le premier cercle, le deuxième cercle, et puis après, il y a le cercle du collectif citoyen. Et alors, c'est là où ça devient assez incroyable. C'est que quand j'ai travaillé avec Guy Courtois tout au début, au mois de mars, pour faire mars-avril, on a fait une première grande enquête. Il me pose la question en disant, tiens, mais il y a combien de personnes qui travaillent avec toi? J'ai dit, je sais pas, moi j'ai des messages de partout dans le monde. J'avais à un moment, j'ai compté, je crois que j'avais plus de 1000 contributeurs qui m'envoyaient des messages, mais à un moment, je recevais 8000 emails par jour et 8000 messages par jour. On était submergé d'informations. Et il a fallu faire le tri. Parce que vous aviez des gens qui venaient pour prendre de l'information. Je leur disais, allez sur le site. Puis il y en avait d'autres qui m'envoyaient des messages sur WhatsApp, sur Messenger, sur Signal, sur Trello, sur tout ce que vous voulez, tous les outils, j'en avais partout. J'ouvrais une boîte mail, il y en avait de partout qui arrivaient. Des gens qui me proposaient des articles, des gens qui me proposaient des analyses, et donc au début c'était super parce qu'on reçoit du contenu, mais après le contenu est de qualité inégale, il a fallu faire le tri. Il a fallu dire non à certaines personnes parce que elles vérifiaient pas c'est bien leur source, ou les articles étaient truffés de fautes d'orthographe, et où ils ne correspondaient pas aux standards, et il a fallu mettre tout ça en forme jusqu'à ce qu'on définisse une charte, on va dire, du contributeur, qu'on applique autant à nos contributeurs qui ne sont pas journalistes qu'à nos contributeurs qui sont journalistes, sachant qu'un journaliste, on peut s'attendre à une certaine qualité, mais ce n'était pas un gage de super qualité. Même si c'est un gage de professionnalisme, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir le degré d'analyste qu'on cherchait. Donc, là, aujourd'hui, on va dire, le premier cercle analytique, c'est une trentaine de personnes. On pourrait appeler ça le cercle du collectif citoyen qu'on a monté. Et chacune de ces personnes va avoir dans son autre réseau à peu près encore une autre dizaine de personnes. Donc, s'il y avait 30 personnes et que chacune anime un sous-ensemble de réseau d'une dizaine, ça fait à peu près 300. Et moi, de mon point de vue, je calcule ça en étant à peu près entre 3 et 500. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et ça a varié énormément parce que l'activité professionnelle des individus a énormément varié. Il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage technique, au chômage partiel. Il y a des gens qui avaient une volonté. Et puis, par exemple, il y a des restaurateurs qui n'avaient plus de travail. Donc, ils nous ont amené de l'information. Des médecins qui ont été attaqués. Donc, ils nous ont amené une certaine forme d'autres informations. Donc, il y a des cycles qui sont divers et variés. Mais j'estime aujourd'hui que c'est à peu près un petit peu moins de 500. C'est toujours beaucoup à gérer. Mais ce qui se passe, c'est que je vais prendre un exemple. Si jamais j'ai des enseignants qui sont des contributeurs, les enseignants, on sait qu'ils ont un cycle où quand ils sont à l'école, ils travaillent énormément et puis ils ont des vacances scolaires. Donc, au bout de 3-6 semaines, il y a 15 jours de vacances et on sait qu'à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus disponibles. Et c'est là où ils vont venir prendre un peu la lumière parce qu'ils vont avoir plus de temps pour écrire des articles, pour contribuer ou amener de la quintessence. C'est exactement pareil qu'une directrice d'école qui nous donnait l'information quand elle doit réouvrir son école et qu'elle est en train de me dire, voilà, je suis en train de mettre le protocole parce que j'ai reçu le protocole un samedi soir et je dois réouvrir mon école un lundi. Et les complexités, donc ça vous donne le pouls un peu de la complexité de gérer un média collaboratif de cet acabit. On a mis au point un certain nombre de systèmes, et ça a demandé énormément de travail. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé. En fait, on ne s'était pas que sur les communiqués de presse. Et c'est comme ça qu'on envisage, on va dire, de continuer, c'est de faire un mariage entre une rédaction professionnelle, une alliance d'intérêts et des contributeurs réguliers de haute qualité qui contribuent avec leur analyse
à nous amener un éclairage différent, peu importe le sujet, que ce soit politique, que ce soit médical, que ce soit sociologique, que ce soit psychologique. Et c'est comme ça que vous avez pu découvrir des individus que vous n'auriez pas pu voir ailleurs, puisque qu'est-ce qui s'est passé quand on a un réseau tel qu'on l'a monté, qui a un réseau assez souple, eh bien, vous rencontrez des contributeurs et ces contributeurs, quand je dois interviewer un avocat en Afrique du Sud, je le rencontre, tac, et puis on fait l'interview. Après, il faut le traduire, il faut le produire, il faut l'éditer. Ça prend un peu de temps, comme vous le savez, il y a des problèmes techniques. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais on a très vite cette information-là, ou un scientifique à Taïwan, ou un médecin aux États-Unis, ou les interviews que j'ai pu faire avec des médecins brésiliens ou au Maroc. Donc, en fait, on est allé chercher l'information localement. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment la France rayonnait à l'étranger, comment on pouvait aussi être perçu, et en même temps, comment eux vivaient la crise. Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant, c'est les médecins brésiliens que j'ai interviewés. Quand je leur ai dit, vous savez qu'en France, les médecins, il y a une forme d'interdiction de prescrire à un moment. Et ils étaient là, ils n'en revenaient pas. Mais en fait, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas cette information, parce qu'elle n'était pas arrivée jusqu'à eux. Et donc, c'était intéressant ils étaient super contents que des journalistes français viennent les interroger pour savoir ce qui se passait là-bas, parce qu'en fait, pour eux, c'était un exutoire, c'était une manière de partager leur information. Ils ont fait une étude internationale, ils étaient super humbles parce que c'était pas dans l'habitude de faire des études. Ils sont allés chercher la compétence aux États-Unis et on est allé les interviewer pour comprendre comment ils avaient fait ça et pour comprendre comment ils travaillaient. Et donc, c'est des médecins qui, pour eux, ils ont fait leur travail, mais c'est un groupe de 4000 médecins, ils ont soigné 200 000 patients. Donc, on n'est pas en train de parler à un groupe de médecins qui ont soigné 10 ou 20 ou 50 ou 100 patients. Ici, c'est vraiment une base scientifique qui est le double de celle de l'étude du Lancet avec des gens qui ont soigné. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de ramener cette information en France et de la ramener de manière brute, c'est-à-dire de faire parler les gens, de les interviewer sur la manière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller utiliser une langue étrangère et il faut ramener cette information et essayer de la ramener le plus brute possible. Donc, ce que vous avez vu, c'est de l'information qui n'est pas filtrée. Elle est moins éditée que celle que vous allez voir sur un média traditionnel. Et c'est le choix qu'on a eu, c'est de donner la place aux gens de s'exprimer, de leur donner le temps. Alors parfois, c'est moins dynamique que dans un interview qu'on peut voir sur un média traditionnel où on va voir le présentateur interrompre parce qu'il y a un petit bip dans l'oreille qui lui dit il faut que vous relanciez le débat. Là, ce qu'on a fait, c'est on vous ramène de l'information, on respecte l'auditeur, on respecte le contributeur en lui donnant le temps de s'exprimer. Si jamais on a besoin de le relancer parce qu'on considère qu'il fait une erreur ou parce qu'il y a une imprécision, parce qu'il utilise un acronyme, ben c'est ce qu'on va faire. On va amener de la précision. On essaye de faire un travail de mise en valeur tout en amenant la contradiction si nécessaire, le contradictoire, et en essayant de poser les questions qui vont amener de l'information à l'individu pour qu'il se forme sa propre opinion. C'est ce qu'on a fait. Sur les États-Unis, c'est pareil. Sur les élections américaines, on s'est même fait attaquer sur la manière dont on avait travaillé parce qu'on nous a dit oui, mais vous avez fait des fake news sur ce genre de choses. Jusqu'à preuve du contraire, la seule chose qu'on a fait, c'est on a ramené l'information qu'on avait là-bas et on écrivait juste après, en novembre, juste après les élections. Attention, les élections ne se sont pas jouées à cette date-là. Elles vont se jouer un petit peu plus tard parce que le processus électoral, quand on l'a vécu et qu'on l'a connu, on sait qu'il est différent. On sait qu'il faut être prudent. Il suffit de se rappeler de ce qui s'était passé en l'an 2000. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2016. Et donc, on a joué la carte de la prudence et pas la carte de c'est la fin de partie. Et on avait même écrit en novembre que ça pourrait s'enflammer, ça pourrait en venir aux mains parce que on considérait que les conditions pour un vote serein n'étaient pas remplies. Et tout ça, c'était pas nous qui en faisons l'analyse, c'est parce qu'en fait, les gens sur le terrain nous le disaient, quoi, c'est tout. Ils disaient, ça va mal se passer. En fait, c'était les mots que nous ramenaient nos contributeurs locaux.
Juste avant de vous poser deux autres questions, je demande à mon équipe de commencer à collecter les questions du Discord. Nous en avons déjà, Charles? Charles? Oui, très bien. Continuez à collecter, et surtout tous ceux qui veulent interroger notre invité, n'hésitez pas à nous envoyer les questions via le Discord du Cercle. Ouais. Alors, cette question-là, on m'en voudrait de ne pas vous la poser. Y a-t-il, parce que dans une partie des rapports problématiques, nous allons y venir, des Français avec leur presse, il y a une partie de suspicion. Et donc, vous l'avez bien dit, François aujourd'hui appartient à une équipe française. Est-ce que François reçoit soit de l'aide d'un groupe, soit de l'aide de l'État, de quelque manière que ce soit? Parce que Ouais. on Écoutez, m'en c'est très voudrait de pas simple. vous le poser. Non, mais dans vous avez raison. Il y a aucun, c'est normal. En fait, ce sont des questions qui sont importantes. On a parlé des conflits d'intérêts pour les médecins sur les plateaux de télévision, et ça me paraît tout à fait logique d'exprimer sur ce genre de choses. Déjà, on n'a jamais reçu d'aide de l'État. D'accord? Depuis que j'ai investi et injecté de l'argent dans cette société, on n'a jamais eu d'aide de l'État. Il y en a eu, bien sûr, dans le passé, hein, mais pas dans le François actuel. Et on n'en veut pas. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, l'objectif de tout entrepreneur, c'est d'être indépendant. Être indépendant, ça veut dire être indépendant de ses actionnaires, de manière à pouvoir voler de ses propres ailes. C'est sain. Être indépendant, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire d'exploiter les gens. À gagner de l'argent, c'est un gage pour s'assurer son indépendance et son autonomie. Et je dis souvent que pour faire une entreprise, il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. Et c'est la somme de ces deux conditions qui nous amène à pouvoir assurer un modèle économique dans une entreprise. Il n'y a pas de mal à dire qu'on doit avoir un modèle économique parce que ça permet d'être indépendant de ses actionnaires. Et être indépendant de ses actionnaires, ça veut aussi dire qu'on peut être indépendant de toute pression externe. Parce qu'une aide veut dire qu'on va avoir un dossier, on va devoir remplir ce dossier et on va donc être assujetti à un certain nombre de contraintes. Si on veut être libre dans son expression, il faut qu'on se libère de toutes les contraintes. Donc l'autonomie financière est vraiment très importante parce qu'elle garantit l'indépendance de la ligne éditoriale. Et c'est la somme de ces deux conditions, c'est l'autonomie financière et l'indépendance analytique qui garantit la liberté d'expression. Et pour moi, la pérennité d'un modèle où on peut dire, si ça ne nous plaît pas, d'accord, si cette analyse ne nous va pas, on peut amener le contradictoire. Et on peut l'amener parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire pression là-dessus. Donc, nous n'avons pas reçu d'aide extérieure. On a des actionnaires, bien sûr. Est-ce que ces actionnaires influent dans le cadre de la décision de la politique éditoriale? Pas du tout. Il n'y a eu aucune intervention à aucun moment dans la ligne éditoriale. Justement, si aujourd'hui on a beaucoup de journalistes qui viennent nous parler, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils ont vu qu'on avait une approche différente de faire de l'information et qu'on est capable de traiter l'information sans qu'il soit assujetti à une quelconque censure. Déjà, la première censure qu'on peut avoir, c'est la ligne éditoriale d'un. Et on me l'a assez reproché, on est très libre dans cette ligne éditoriale. On a essayé de nous coller des étiquettes, mais pour moi, ce que je veux, c'est organiser le débat et avoir autant quelqu'un de droite que quelqu'un de gauche qui va venir s'exprimer et essayer de réconcilier les deux camps en organisant un débat qui soit constructif dans l'intérêt de faire éclater une vérité ou de faire éclater, on va dire, pas forcément une vérité ultime, mais de faire juste avancer le débat. Et ça, c'est important d'avoir cette indépendance parce qu'elle permet d'asseoir cette décision. Dernière question avant de passer aux questions de nos auditeurs. C'est les rapports avec, à la fois avec les autorités et avec vos collègues.
la manière dont vous traitez l'information semble avoir éveillé rivalité, jalousie, différence de point de vue. Je vous laisserai trancher. Mais, et ça, c'est quelque chose qui, à titre de citoyen, me met très mal à l'aise. C'est qu'il y a toujours eu des duels de presse en France, dans les presses d'opinion. Si vous voulez, la presse gaulliste, la presse communiste, etc. Mais je remarque une habitude assez détestable qui s'installe depuis plusieurs années, qui avant ne visait les personnalités, qui maintenant visent les presses alternatives, quand bien même viennent-elles de groupes très mainstream de base. Je le vois avec Sud Radio, je le vois avec un peu avec François, c'est-à-dire d'être le... Attendez, je vous demande juste une seconde. Papa, je voudrais une histoire. Non, je travaille, s'il te plaît. Papa. Excusez-moi, mon petit aparté du vendredi habituel. Voilà, voilà. C'est si vous voulez, voilà, voilà, je manque au bras de ma petite, mais il faut parfois que papa bosse. Donc, c'est à la fois comment vos équipes ont analysé disons parfois les attaques de collègues, ce qui est quelque chose, je le dis, que je vois s'installer depuis plusieurs années, que je trouve à titre personnel extrêmement malsain pour la liberté du débat. C'est un langage que moi. Et autant que vous puissiez en parler, est-ce que vous pourriez revenir sur cette affaire ubuesque qui a un peu interloqué le public entre François et une partie des administrations, et entre autres la ministre Bachelot? Le New Kids on the Block, le nouvel enfant sur le bloc qui arrive, eh bien, et le gâteau étant d'une certaine taille, ça va forcément à un moment ou à un autre déranger, surtout s'il commence à prendre une taille qui dérange. Donc il y a de la concurrence qui se crée, et la concurrence entraîne des réactions de concurrence normales. Alors, la chose qu'il y a, c'est ce qui vous dérange peut-être, c'est qu'il arrive un moment où ça dépasse les lignes rouges, et ça s'appelle de la concurrence déloyale. C'est régi par la loi. Si jamais il faut, parce que certains concurrents vont trop loin, eh bien, il y a de la loi sur le dénigrement, il y a de la loi sur la diffamation, et on prendra les mesures nécessaires si jamais ça va trop loin dans notre cas. Alors, et c'est, pour moi, c'est pas différent dans une entreprise de médias que dans d'autres entreprises. Alors, je trouve que nous, en particulier, on a été quand même sujet de beaucoup de critiques. Et parce que bien sûr, on est un média, donc on a attiré la petite, on peut appeler ça guéguerre du journalisme, qui est soit idéologique, soit de modèle, ça dérange. Mais je suis pas 100% certain que tous les Français aient regardé, parce que ça intéresse qu'une communauté assez restreinte. Donc moi, je me suis pas vraiment préoccupé de ce problème. J'ai continué à faire mon travail. L'objectif qu'il y a, c'est que quand on a un avion à piloter, il faut qu'il l'amène à bon port, et on est certain qu'on va avoir des turbulences. Donc il faut le savoir. Ici, reconstruire une société comme François, ça demande d'avoir une certaine détermination et d'être prêt à prendre des coups. Donc oui, on a pris des coups. Maintenant, la question qu'il y a, et ce qui peut déranger, c'est est-ce que ces coups sont justifiés ou pas justifiés? Et la justification d'un coup, il y a le coup bas et puis il y a le coup haut. J'aurais préféré que tous les combats soient faits dans les règles et avec le coup que sur des coups hauts. Il se trouve qu'il y a beaucoup de coups qui sont des coups bas, on va appeler.
Et bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des lois en France. Les coups bas, on peut éventuellement les attaquer. Donc oui, on s'est fait dénigrer, oui, on s'est fait diffamer, oui, j'ai été personnellement attaqué, et oui, c'est regrettable, et oui, c'est regrettable. Vous avez votre enfant qui est venu, c'est regrettable pour mes enfants, c'est regrettable pour beaucoup de personnes. Ceci dit, prendre des coups, si jamais la liberté d'expression est à ce prix-là, d'ailleurs, j'ai écrit aujourd'hui un édito qui justement parle de la liberté d'expression à un coût, elle a un prix, elle a une valeur, elle a une temporalité. Et je ne pensais pas qu'on en parlerait, mais la notion du coût et la notion du prix sont deux choses qui sont différentes. Mais garantir de l'information de qualité, je savais que ça serait un certain coût et il faudrait en prendre. Donc, on a accepté cette règle-là et les coûts, on a décidé de les rendre en travaillant. Donc, on me dit, il n'y a pas de journaliste. On aura mis des journalistes en face parce que c'est totalement faux. Mais j'estime que le journaliste qui doit faire son travail, doit aller vérifier ses faits. Et puis, si jamais il ne les vérifie pas, il prendra ses responsabilités. Et à terme, c'est plus lui qui sera ridicule qu'autre chose. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est que les Français soient bien informés et que l'information qu'on leur donne soit de qualité. Deuxième point, les coups qu'on a pris, c'est qu'on s'est fait attaquer sur certaines des analyses qu'on a faites parce qu'on est allé, on va dire, contre la pensée unique. Alors, la pensée unique, c'était le confinement fonctionne, les traitements précoces ne fonctionnent pas, le remdesivir, c'est le nouveau médicament, et les tests PCR, c'est parfait, et les chiffres sont bons. Et donc, nous, on s'est posé ces questions-là. Et quand on en arrive à donner une opinion qui est inverse à cet élément-là, de facto, on se fait traiter d'opposants à la pensée unique. Alors, ils ont utilisé l'étiquette du mot complotiste, étiquette que je trouve d'abord non fondée et ridicule. Mais à la limite, si jamais ils veulent coller cette étiquette, avant, c'était, on se serait fait traiter d'islamo-gauchiste et aujourd'hui, on va se faire traiter d'autre chose. Mais c'est pas tellement gênant. On sait très bien comment fonctionne le système traditionnel. Donc, nous, on a continué à travailler, à faire nos analyses et ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de dormir parce que ce qui m'importe, c'est que les Français, d'abord, soient bien informés et ils aient la possibilité d'avoir le pour et le contre. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voir le média mainstream et ils peuvent regarder ce qu'on fait et ils peuvent juger. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'avec la prolifération des réseaux sociaux, il y a eu une tendance à la surinformation, et cette tendance à la surinformation laisse la place à la rumeur. Elle laisse à la place donc une rumeur qui n'est pas fondée, elle laisse la place à la désinformation. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de petits lutins sur Internet qui s'amusaient à des guéguerres de l'information avec de la désinformation. Mais ceci n'est pas nouveau puisque l'information de tout temps, il y a eu de la désinformation. Quand il y avait la guerre froide, il y avait de la désinformation de tout temps. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a été démultiplié. Et les médias mainstream, pour la plupart, ou les grands médias, se sont instaurés avec des modèles de fact-checkers, de vérificateurs d'informations, se sont instaurés un petit peu comme les contrôleurs de la pensée unique. Ils se sont installés en forme de gardiens du temps. Donc, ils étaient à la fois informateurs et en même temps juges des autres médias. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, ils se contrôlent les uns les autres, mais ils se sont opposés plutôt sur des petits médias, comme vous, comme nous, comme d'autres, comme Sud Radio, parce que c'est les petites cibles, parce qu'on est plus rapide, parce que, comme vous dites, il y a peut-être quelques jalousies, parce que c'est peut-être plus facile, et puis parce que, en tant que concurrent, c'est peut-être plus facile d'écraser les petits que d'écraser les gros. Donc, c'est plus difficile de s'en prendre à un gros média que de s'en prendre à un petit média. Et un petit média a plus de flexibilité. Comme on sait, les entreprises qui sont plus petites ont plus de flexibilité, elles ont moins de niveau hiérarchique. Ça ne veut pas dire qu'elles ont moins de qualité informationnelle. Il suffit de regarder, j'aime bien prendre l'exemple des compagnies aériennes. Il y avait les mastodontes des compagnies aériennes qui ont laissé la place à des petites sociétés, EasyJet et Ryanair, qui sont arrivées. Et au début, on a dit, ah non, mais ces sociétés, elles vont faire tomber les avions du ciel. Et comme je parlais des conditions nécessaires et suffisantes tout à l'heure, une condition nécessaire pour une compagnie aérienne, c'est bien sûr la sécurité des vols. Et on s'est aperçu que ces sociétés, elles étaient capables de faire voler des avions, elles avaient des pilotes.
Ils avaient des avions. Et puis après, on a dit, les avions ne sont pas de bonne qualité. Ils sont plus vieux. Ils ont acheté des nouveaux avions. Et donc, au fur et à mesure, se sont structurés. Et aujourd'hui, elles sont aussi grosses que les anciennes compagnies et avec des track records qui sont bons. Et plus personne ne se pose la question de savoir si ça fait voler. Et même les anciennes compagnies ont des problèmes financiers parce qu'elles n'ont pas su se transformer ou se digitaliser ou adapter leur business model. C'est un peu pareil dans le monde de l'information. On a les petits poussés qui arrivent. Certains ont un nom, comme nous, on a un nom, et on a plus de flexibilité, on peut aller plus vite. Certains qu'on va faire des erreurs comme les autres, mais on va amener une approche, on va dire, plus dynamique dans la qualité de l'information, et ça dérange. Ça dérange parce que quand on est une toute petite structure et qu'on ne prend pas la même position que les grosses structures vis-à-vis du Lancet, déjà, ça se remarque. Ça fait un peu désordre en se disant, mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas pris cette approche? Naturellement, ils pourraient nous dire, vous faites une fake news. Quand on est une petite structure et qu'on écrit le 5 juin, le confinement, c'est une aberration économique, une aberration sociale, une aberration humaine, en regardant un petit peu ce qui s'y passe, il y a les fact-checkers qui arrivent en disant, non, c'est faux. Et je dis à l'instant T, au moment où on fait ça, c'est notre analyse qui est comme ça. On nous oppose un article de Nature qui est fait par un épidémiologiste qui s'appelle Neil Ferguson, qui a été, et qui a fait des estimations. Et je dis aux gens, mais ce gars-là a fait des estimations qui sont avérées par 5 fois ou 3 fois erronées, avec des quantums d'erreurs qui sont gigantesques. Donc, regardez un petit peu plus loin que l'aveuglement de Nature, regardez un petit peu plus loin que l'aveuglement du nom, regardez ces résultats et regardez les analyses que nous avons faites. Donc, eux se sont arrêtés à la forme, nous on est allés au fond. Je considère que notre analyse était correcte et il suffit de regarder. Le 12 janvier, il y a un professeur de Stanford, Ioannidis, qui a fait une étude beaucoup plus structurée. Avant, au mois de septembre, il y avait le professeur Toussaint qui en avait fait une autre, qui arrivait à des conclusions qui étaient identiques aux nôtres. On avait juste un petit peu plus d'avance. Moi, je suis économétricien de formation. J'ai fait plein d'analyses de démographie, plein de ce type d'analyse quand j'ai bossé dans le conseil. Et j'estimais qu'avec le docteur Delépine, on avait la compétence pour le faire. Donc, ces modèles, on les a faits, comme quand on a fait les analyses biochimiques ou reverse engineering de certaines études, on les a fait avec des gens tellement compétents que c'est les mêmes qui font les études dans les autres laboratoires. Donc, le contradictoire, on l'a amené, et on a amené ce contradictoire. Bien sûr, c'est très facile pour un fact-checker de trouver une petite erreur dans un article comme ça. Parce qu'une analyse peut toujours avoir une petite erreur. Il peut y avoir un mot qui nous a échappé, un chiffre qu'on a mal additionné. Mais ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que le résultat est directionnellement correct? Et je pense que c'est là où les analyses que les petits médias amènent, c'est qu'ils amènent plus rapidement des analyses qui sont directionnellement correctes. Elles sont pas loin d'être parfaites. Et c'est là où il faut s'améliorer. Nous, notre challenge, c'est d'être plus rigoureux, de laisser passer peut-être moins d'erreurs au travers de tout ça, mais c'est la réalité de toutes les entreprises. Au début, les compagnies aériennes comme Ryanair, tout le monde se plaignait parce que les avions partaient en retard. Donc, la rigueur venait à faire décoller les avions à temps et arriver les avions à temps. Ça paraît tout à fait logique et aujourd'hui, je ne pense pas que ces compagnies-là aient plus de problèmes. Et le fait de faire arriver un avion à temps est un gage de qualité de service, de la même manière que nous, faire tout le travail qu'on doit faire pour assurer la qualité de l'information, c'est un gage de qualité de service. Donc, ça veut dire faire moins de fautes d'orthographe, être plus rigoureux dans toute l'approche que l'on a. Mais ça paraît, somme toute, différent de savoir qu'on a fait une fake news parce qu'on a fait ce qui s'appelle du cherry picking. On a choisi juste une partie de l'analyse. Et quand on fait des analyses, moi, en tant qu'analyste, je suis capable de trouver une erreur dans quasiment toutes les autres analyses. Même, on pourrait le reprendre. Alors, la question qu'il y a, c'est est-ce que cette erreur est importante ou pas? Et est-ce que le fait qu'on ait fait cette erreur, elle amène un changement de direction dans la conclusion? Bien sûr, je préfère ne pas faire d'erreur, mais à partir du moment où on est directionnellement correct. Alors, comme je dis à ces concurrents qui nous ont attaqués, si jamais je devais les reprendre sur toutes les erreurs qu'ils font, je passerais mon temps à les vérifier
Et ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire l'erreur, elle est humaine. L'important, c'est savoir la corriger, premièrement, et après, savoir si elle était intentionnelle ou pas. Parce que si c'est intentionnel, ça s'appelle de la désinformation. Si jamais elle est mal vérifiée et qu'on a juste transmis une information de première main sans la vérifier, eh bien, on peut contribuer à une chaîne de désinformation. Notre challenge, c'est justement de ne pas tomber dans le piège de la confiance et de transmettre une information, et on la transmet quand on est à peu près sûr que cette information est correcte. Voilà. Et qu'elle vienne d'une source gouvernementale ou d'une source moins sérieuse. Je ne dis pas que le gouvernement peut faire des erreurs, il suffit de les corriger, mais par exemple, quand on a des tests PCR qui sont faits avec des seuils de cycle à 50, il est important de se poser la question de savoir de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle d'un test? Est-ce qu'on parle d'abord de quelle souche du virus parle-t-on? Il y a énormément d'informations qui rentrent en ligne de compte dans la conclusion de ces tests. Et quand j'entends les épidémies de tests et quand j'entends ce genre de choses, j'aimerais qu'on me donne tous les éléments pour pouvoir en tirer la quintessence et pour pouvoir informer. Voilà. Parce que quand on regarde les Allemands qui ont des moindres tests qu'en France, ou moins de cas, pardon, eh bien, il suffit de se dire que si on modifie la calibration du thermomètre, eh bien, on va avoir plus de gens qui ont 37 degrés ou moins de gens qui ont 37 degrés. Donc, il suffit de modifier la calibration et on a moins de tests en France. Donc, par exemple, au début, le seuil de cycle, qui était quelque chose qui était inconnu de beaucoup de personnes, se sont dit, on a un test PCR. Et c'est vrai que quand on regarde la température, on se dit, un thermomètre, il doit être calibré à 37 degrés, de manière à pouvoir faire bip bip. Eh bien, le test PCR, quand il est à 40, il va dire, je détecte quelqu'un qui a du virus. Pardon, en dessous de 40, je détecte quelqu'un qui a du virus, et au-dessus, j'en détecte pas. Mais si jamais il est à 30, je vais détecter plus vite. Et au-dessus de 30, je ne détecte pas de virus. Donc, dans un cas, on a des gens qui sont positifs plus vite, et dans l'autre cas, des gens qui sont positifs moins vite. Et pour nous, c'était important d'amener cette information, parce que quand on me dit il y a plus de cas en France qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'ailleurs, première des questions qu'on pourrait se dire, mais pourquoi y a-t-il, c'est comme le neige de Tchernobyl, est-ce que le virus il s'arrête à la frontière, ou est-ce qu'on a une erreur de mesure? Et je pense qu'en science, la première des choses qu'on doit se poser, la première question qu'on doit se poser, c'est quel est l'outil de mesure, mais surtout quels sont les seuils de mesure, quelles sont les calibrations de ces mesures. Et ce que je regrette, c'est que l'information n'ait pas été proposée de manière générale aux Français, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une forme de confusion. Donc, les médias jouent un rôle de confusion. Donc, pour conclure un peu sur cette section, le premier point, c'est qu'on s'est fait attaquer sur des éléments qui étaient, pour moi, du cherry picking. Le deuxième chose, c'est que amener de l'information complète, et c'est ce qu'on a fait avec les citoyens, parce que j'ai eu des gens qui faisaient des tests PCR toute la journée, j'ai eu des gens des laboratoires, de suite, très vite, les gens nous ont dit, ça, il ne faut pas faire, ça, il faut des biologistes qui ont l'habitude, et très vite, on a trouvé les problèmes qu'il y avait dans ces tests-là. Et voilà comment on a évité ces biais. Après, pour revenir à votre question de la ministre, qui est une question, on va dire, d'actualité, comme j'ai dit hier sur l'émission de Berkoff, la ministre a le droit de poser ces questions, et elle a le droit de se poser ces questions parce que on a été attaqué par un certain nombre de confrères qui, alors pour des raisons qui leur sont propres, moi je juge que c'est de la concurrence déloyale, c'est une forme et j'ai mis ça de côté, et on va lui répondre. Je trouve que c'est déplorable de recevoir cette information par le biais d'un tweet. J'ai quand même reçu un courrier, mais je ne l'ai reçu qu'après le tweet. Je trouve, comme j'ai dit, je trouve que c'est cavalier, je ne m'attendais pas à le recevoir comme ça. Mais elle a le droit de le faire, et on lui répondra, il n'y a pas de problème pour moi. On respecte la loi, et c'est vrai que les concurrents ne fassent pas un procès d'intention. C'est trop facile, le procès d'intention. Le sujet de où trouver de l'information, je pense que la bonne chose
à faire, c'est quand on a une information, c'est de se poser la question de d'où elle vient, de regarder si elle est sourcée. Tous les médias peuvent faire des erreurs et tous les médias peuvent vous donner de la bonne information. Après, il faut savoir différencier entre l'opinion et l'information. Et je pense que les médias, de manière naturelle, ces dernières années, sont allés vers plus d'opinion. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est vous aimeriez avoir un débat, si jamais je peux me permettre, hein, parce que j'interprète la question un petit peu, mais si jamais je réponds à côté, vous pouvez me le dire. Je pense que vous aimeriez avoir un débat qui donne l'impression d'être un réel débat et pas un débat où il y a toujours les mêmes personnes, c'est d'avoir des contradicteurs différents, d'avoir des vrais débats. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec François. C'est pour ça qu'on va chercher l'information à l'étranger, très souvent, de manière à plus avoir le biais national de l'information ou le biais partisan qu'on peut avoir en France. Pour revenir sur la question sur la partie des médias, des radios libres, alors là, j'avoue, je ne saurais pas y répondre parce que je ne connais pas tellement le monde de la radio libre. À partir du moment où elle est autonome et indépendante et que son objectif est louable et qu'elle respecte, on va dire, la déontologie du journalisme et la déontologie de la charte de Munich, je ne vois pas pourquoi elle serait pire qu'une autre. Enfin, radio libre, c'est pas parce qu'elle est libre qu'elle va mal faire son travail. Donc, c'est un concept intéressant. Voilà ce que je peux dire. Une autre question, Maxime? Oui, donc une question de Ansinou. Bonsoir, faut-il que le journalisme cesse d'être subventionné ou cette solution serait-elle encore insuffisante étant donné les oligarchies médiatiques? Alors ça, je pense que c'est aussi une question qui devrait être portée dans un débat démocratique, qui va amener à se poser des questions sur le modèle économique et les choix qu'on doit avoir sur l'information. Alors, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que à un moment, on avait les agences nationales, à un moment, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision, donc on avait une forme de média unique qui était gouverné par l'État, on avait une chaîne de radio, et puis il y a eu une prolifération d'informations. Donc déjà, la prolifération d'informations, elle devrait garantir la pluralité d'opinions. Il se trouvait que quand il y a eu cette prolifération d'informations avec toutes les radios libres, tous les médias libres, après, il y a eu une reconcentration. Donc, cette reconcentration a fait qu'il y a aujourd'hui, on va dire, quelques personnes en France qui contrôlent une grande partie des médias, et on sait très bien que les médias servent à faire de l'influence et ont une certaine influence dans la vie de tous les jours et dans la vie des Français. À partir du moment où on a une influence, la question qu'on doit se poser, c'est quel degré d'autonomie ces médias doivent-ils avoir et quel va être le rôle de l'intervention de l'État. Ça, c'est une question qui doit être d'ordre démocratique. Le modèle qu'on a choisi, c'est François, c'est d'être autonome et indépendant de manière à pouvoir dire ce qu'on pense et pouvoir le dire, bien sûr, pas n'importe comment, mais de manière analytique. Et ça nous permet de dire qu'on est indépendant et autonome. Je pense que c'est important, cette indépendance et cette autonomie. C'est une question qu'on doit poser pour être certain que tout le monde puisse être informé. Je pense qu'une certaine intervention de l'État peut être intéressante dans la mesure où on est allé parfois trop loin dans la désinformation. Donc, je pense que si le rôle de l'État jouait vraiment un rôle de régulateur, je pense que ça serait bien. Mais il faut minimiser l'intervention de l'État, je pense, pour un certain nombre de raisons qui sont notamment d'indépendance et d'autonomie. Si vous me le permettez, Xavier, j'aimerais juste intervenir, mes paroles n'engageant que moi. Il faut que particulièrement nos jeunes auditeurs se rendent compte que l'intervention de l'État ne se justifiait historiquement que dans un souci de maintien de la pluralité de la presse. Cette pluralité, malgré une intervention financière hors norme de l'État français, je vous rappelle que rien qu'un média comme Le Figaro, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an,
Le Figaro seul, contre lequel je n'ai rien. Je constate. Je rappelle que les journalistes ont un régime fiscal tout à fait hors du droit commun, et je constate que certaines entreprises publiques ou parapubliques, je pense à Air France particulièrement, étaient encouragées à les aider, ce qui est un mode de subvention déguisé. Que personne n'ait mis ça au référendum, pour moi, est un problème, je le dis. Et deuxièmement, aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que je crois avec ferveur dans l'État, aujourd'hui, moi quand je vois les possessions de groupes privés qui achètent des médias, oui, je trouve ça gênant. Je trouverais ça peut-être moins gênant si, comme aux États-Unis, un groupe industriel ne peut posséder un média que s'il n'a pas de contrat direct avec le gouvernement. Je trouverais ça plus équilibré. Mais moi, à titre personnel, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, à force de subventionner une parole médiatique qui est aujourd'hui décriée et qui fait fuir une partie de la population, c'est la parole maintenant de l'État elle-même qui est mise en doute, et c'est beaucoup plus grave. Une dernière question pour notre invité, Maxime. Si je peux me permettre, juste pour allez-y, bien sûr. C'est pour moi, c'est important cet élément-là, parce que la parole de l'État qui est remise en cause parce qu'il y a des liens d'intérêt. Alors, aujourd'hui, on a des bases de données, transparence santé pour les conflits d'intérêt des médecins, on a la transparence de la vie politique. Eh bien, je pense que ça serait peut-être un bon escient d'avoir une forme de transparence pour la vie médiatique. Mais c'est pas ça fait partie de la complexification d'un modèle. Je pense qu'on a aussi une complexité très importante, c'est qu'on a énormément d'agences gouvernementales qui jouent divers rôles et qu'on a un millefeuille qui est non seulement administratif mais aussi financier, et chacune va y aller de sa petite touche à droite et à gauche qui donne une espèce de pouvoir à cela. Et je pense que c'est une des spécificités françaises, c'est-à-dire qu'il faut réduire ces complexités et ces liens d'intérêt croisés. D'accord, je ne parle pas de conflits d'intérêt, ce sont des liens d'intérêt parce qu'il y a telle agence qui va donner un tel, puis il y a le CSA qui va contrôler ça. Donc, l'information, elle est énormément biaisée par tous ces mouvements d'influence qui peuvent venir l'affecter et qui peuvent faire que le journaliste ne va pas respecter exactement toute la déontologie parce qu'il est affecté par une ligne éditoriale qui est choisie dans son média ou par certaines contraintes d'ordre économique. Nous, on a la chance chez François justement d'être affranchis de ce genre de choses. J'estime que c'est important d'essayer de faire perdurer ce modèle économique parce que c'est ce que j'appelle le garant de la ligne éditoriale pour moi. Mais je peux reconnaître qu'on a à un moment besoin de l'intervention de l'État dans certaines situations pour construire des autoroutes, pour réguler et pour garantir, on va dire, la liberté, l'égalité. Enfin, la question qu'il y a, c'est quoi l'égalité de l'information, c'est quoi la liberté de l'information et à quel coût. Je pense qu'aujourd'hui, on est allé trop loin dans bien des débats et j'aimerais bien qu'il y ait un débat un peu plus structuré à l'Assemblée nationale sur qu'est-ce que c'est que ces aides de l'État aux médias et quel rôle jouent-elles, sont-elles vraiment justifiées la simplification du millefeuille administratif peut être important. Une dernière question, Maxime. Oui, donc justement, une question de Samy. Alors peut-être que ça va être l'occasion de faire la synthèse du sujet. C'est: faut-il rebâtir un grand service public de presse? On est parti pour la gloire. Je pense que le monde dans lequel on est un monde où on a besoin de moins d'intervention de l'État, ou pas de moins, on a besoin d'optimiser, on va dire, l'intervention de l'État.
Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un service public de l'information. Il y a pléthore de choix. Je pense qu'il faudrait, en théorie économique, il vaudrait mieux donner des incitations aux médias de se structurer d'une manière à garantir l'indépendance et l'autonomie de l'information. Ça s'est fait dans certains secteurs où on a réussi à réguler certains secteurs pour éviter les biais. Je pense qu'avoir plusieurs concurrents, c'est bien. Garantir la pluralité, et je ne suis pas 100% certain que le rôle de l'État, ce soit de former l'information, sinon on crée le ministère de l'information et de la propagande. Mais avoir plusieurs médias et garantir la concurrence, ça aide, je pense, à assurer qu'il y a la pluralité de points de vue, il y a la pluralité d'esprit, et ça permet d'avoir un débat qui est plus constructif. Donc, je pense que le grand média de service public, c'est un peu comme quand on a les besoins de construire des infrastructures, c'est utile à un moment et ça devient moins utile à un autre moment. Donc, la réponse, c'est, je dirais, plutôt non. Ah, c'est quoi ce problème de friture, là? Merci. Donc, juste un point pour conclure. Autant je pense que, pourtant Dieu sait que je peux être étatiste. Sur cette matière-là, l'État, il y a des domaines que je qualifierais de para-informationnels où l'État doit intervenir parce que les acteurs privés ne font pas une partie du travail. Je pense beaucoup plus à des domaines comme la traduction, comme l'édition, etc. Mais par contre, dans le journalisme pur, je pense que c'est simple. Aujourd'hui, l'égalité de temps de parole et la régularité de traitement pose problème dans les stations de service public elles-mêmes. C'est-à-dire que radio d'État, télévision d'État, il n'y a pas de traitement moins lamentable de l'information. Donc, que l'État légifère, qu'il légifère durement, même si c'est nécessaire, particulièrement en termes de responsabilité des médias, mais qu'il ne s'en occupe pas lui-même, parce qu'à la fin, c'est la parole de l'État qui est mise en doute, sans que le débat public ait avancé d'un iota. Pour nous quitter, je ne peux qu'inviter nos camarades et nos amis à surveiller l'information sur François, à soutenir la liberté éditoriale de François. Je crois qu'il y a une pétition qui est en circulation, si mes souvenirs sont bons. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir offert votre temps. C'était extrêmement sympathique. J'espère que nous aurons d'autres occasions de nous croiser. Et en tout cas, j'espère que nos amis rejoindront le grand courant de la liberté éditoriale autour de François, de Sud Radio et de quelques autres qui essayent de faire bouger l'information en France. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On encourage le pluralisme, on encourage le débat. En bas de chacun des articles, les gens peuvent venir commenter. Ils peuvent dire s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent proposer des articles. Et je pense que c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que les gens se sentent libres de prendre en main leur information et de la commenter et d'y ajouter un point de vue. C'est ce qui manque, comme vous l'avez dit, dans certains médias, on va dire, du service public, puisqu'il y a moins de contrôle, on va dire, du temps de parole pour les diverses opinions. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner la parole à tout le monde. Qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est pas mon point de vue qui doit prévaloir. Il faut que les gens se sentent à l'aise de pouvoir communiquer entre eux et échanger. Si on peut juste orchestrer cette information, c'est important.
abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.